Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des facteurs de virulence bactérienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce sont en fait toutes les molécules, toutes les structures, tous les systèmes qui permettent à une bactérie d'être infectieuse, d'accord, de coloniser son hôte, et donc de causer une maladie. Alors, la maladie, elle peut être grave ou pas, d'accord? Alors, euh, la première grande famille des facteurs de virulence, ce sont les molécules qui permettent la colonisation de la muqueuse. D'accord? Alors je vais dessiner ici de la muqueuse, n'importe laquelle, hein, d'accord? La muqueuse intestinale, la muqueuse respiratoire, et j'en passe. Ici je généralise évidemment. Je vais dessiner ici les cellules de l'épithélium de la muqueuse. Et puis, eh bien, ces cellules, elles sont souvent recouvertes déjà de bactéries, hein, et autres champignons. Il y a un microbiote résident qu'on appelle aussi un microbiote de barrière, hein, finalement. Et puis donc, voilà notre bactérie pathogénique. Eh ben, elle va devoir se faire de la place, virer les copines. Elle peut le faire en utilisant par exemple des bactériocides. D'accord? Donc elle vient tuer les autres bactéries. Alors, petite remarque, hein, bien les antibiotiques, un traitement antibiotique peut mener à ce genre de phénomène, à une dysbactériose et une colonisation de bactéries pathogéniques. Clostridium difficile, l'infection à Clostridium difficile en est un bon exemple. Alors, voilà, la bactérie, elle s'est fait la place. Il ne faut pas oublier qu'elle a un deuxième problème, c'est le mucus. D'accord? Donc le mucus, eh bien, il sert à, entre guillemets, engluer les bactéries, et puis il y a un flux de mucus qui vient en fait laver progressivement cet épithélium et déplacer les bactéries. Alors pour éviter ce problème, eh bien, certaines bactéries sont capables de produire des mucinases. Voilà aussi, hein, tout est dit dans le nom. Qu'est-ce que fait la mucinase? Elle vient dégrader, éclaircir, liquéfier, j'ai envie de dire, le mucus. Et donc ça va permettre à la bactérie euh, bah, d'éviter d'être lavée par le flux de mucus et de se déplacer vers l'épithélium. Alors, les cellules mucosales sont capables aussi d'exprimer des IgA, immunoglobulines, et certaines bactéries sont capables de s'en protéger par des protéases. Même chose pour les lysosymes. Il y a aussi un autre problème dans certaines muqueuses, c'est le pH acide. Et bien, certaines bactéries sont capables de tamponner l'environnement juste autour d'elles. Un bon exemple est Helicobacter pylori, qui est capable de tamponner son micro-environnement. Alors, voilà, la bactérie se rapproche de l'épithélium, elle va devoir s'attacher, d'accord? Et elle fait ça grâce à des lipoglycoprotéines qu'on appelle des adhésines. Les adhésines sont des facteurs de virulence. Alors, elle s'attache à quoi? Eh bien, à des structures qui sont présentes sur les cellules de la muqueuse. Donc ces adhésines sont présentes où? Bien à l'extrémité des pili, des fimbriers, sur le glycocalyx de notre bactérie, sur la paroi. Et ces adhésines, elles viennent interagir de manière très spécifique à des structures comme des glycoprotéines de la cellule épithéliale ou à la matrice extracellulaire. Donc elle permet d'adhérer. Vient maintenant la deuxième étape, c'est, pour certaines bactéries, pénétrer cette couche de cellules épithéliales de la muqueuse. Alors, comment faire? Il y a deux grands moyens. Donc c'est passer par la cellule, c'est-à-dire être phagocytosé par la cellule. Et en fait, certaines bactéries, quand elles fixent l'adhésine à son récepteur, cela induit un signal de phagocytose, cela force la cellule de l'épithélium à phagocytoser par macropinocytose la bactérie, et la bactérie, elle, a des mécanismes qui lui permettent de survivre à l'intérieur de cette cellule et de traverser cette cellule. Un autre, donc ça s'appelle la phagocytose forcée par système zipper. Un autre moyen est la phagocytose forcée par système trigger. Dans ces cas-là, la bactérie, eh bien, elle va injecter une molécule à l'intérieur de la cellule hôte par un système de sécrétion.
molécule qui va induire une réorganisation des filaments d'actine et là encore une phagocytose. Dernier moyen, eh bien, c'est ne pas passer par les cellules, mais entre les cellules. Alors, vous savez que ces cellules sont collées les unes aux autres, hein. Certaines bactéries sont capables de dissoudre, j'ai envie de dire, cette colle en utilisant des enzymes, la hyaluronidase et la collagénase, bien qui, comme leur nom l'indique, vont digérer le collagène et l'acide hyaluronique pour passer entre les cellules. Donc voilà, la bactérie, elle passe par les cellules ou entre les cellules et elle se retrouve à l'intérieur de son hôte. C'est pas gagné encore pour elle, hein. Il va falloir qu'elle se nourrisse et se nourrir aux dépens de l'hôte. Alors, on va parler des métaux, du fer, du cuivre, du zinc, du manganèse, etc. On va prendre l'exemple fer. Ces ions, j'ai envie de dire, ne courent pas les rues, d'accord? L'hôte a tout un tas de systèmes qui permettent de séquestrer le fer, de le rendre indisponible aux bactéries. Fer nécessaire à leurs enzymes, cytochromes et compagnie. Eh bien, certaines bactéries sont capables de produire des sidérophores, ce sont des complexes protéines qui ont une affinité particulière pour le fer, qui viennent piquer le fer à la lactoferrine. Ces mêmes bactéries sont aussi capables de produire des exotoxines qui viennent liser les globules rouges. Alors, un exemple, c'est l'hémolysine, qui est capable de créer des pores dans la membrane du globule rouge, et dans la membrane d'ailleurs d'autres cellules, d'accord, et en créant ce pore, elle va induire la lyse du globule rouge et la libération du fer. Voilà. Donc il y a vraiment un combat clairement entre le pathogène et son hôte. Restreindre l'accès aux nutriments, ça s'appelle le nutritional immunity, d'accord, tout est dit dans ce terme-là, mais donc c'est éviter de nourrir son pathogène. Alors il y a les métaux, mais il y a évidemment le carbone, l'azote, le phosphate, la teneur en oxygène, et j'en passe. On pourra en parler des heures, il y a plein d'exemples. Pour les bactéries intracellulaires, je vais prendre un petit exemple ici avec la Legionella, qui sait coloniser les macrophages alvéolaires, qui sait se développer dans des vacuoles particulières. Eh bien, elle est capable d'augmenter l'activité du protéasome du macrophage de manière à dégrader les protéines du macrophage et à récupérer les acides aminés. Donc elle est capable de pirater le métabolisme de la cellule hôte. Un exemple parmi tant d'autres. Les bactéries extracellulaires, elles ont accès à un milieu qui dépend finalement de leur niche. Le sang est différent du tractus intestinal et ainsi de suite. Je vais prendre ici encore un exemple un petit peu particulier. Donc voilà, c'est la peau qui a été lésée, il y a une coupure et cette coupure est contaminée par un Clostridium perfringens, qui est capable de produire une exotoxine. Cette exotoxine, c'est la toxine alpha de ces perfringens et c'est une phospholipase. Alors, petit rappel, c'est simple, je dessine encore ici une membrane. Donc la membrane, une cellule eucaryote, elle est faite de phospholipides, d'accord? Les lipides, c'est les deux petites, les résidus ici que je dessine en rouge et la tête polaire en bleu. Eh bien, la phospholipase va permettre de détruire les cellules en détruisant la membrane, induire une nécrose du tissu, diminue l'apport de sang, diminuant ainsi l'apport d'oxygène. Il ne faut pas oublier que Clostridium perfringens est anaérobe, et puis évite aussi l'arrivée de cellules du système immunitaire. Donc cette bactérie se crée un environnement favorable à sa croissance. Alors, on en vient justement à ça, l'évasion du système immunitaire. Alors une bonne approche, c'est de se cacher. Certaines bactéries dans le sang sont capables d'exprimer la coagulase qui va transformer le fibrinogène en fibrine, qui vont créer un caillot directement autour de la bactérie et ainsi la cacher du système immunitaire. Plus tard, la bactérie saura dissoudre ce caillot en produisant une kinase. Certaines bactéries sont aussi recouvertes d'une capsule, donc c'est
composition de polysaccharides qui permet de masquer la bactérie par rapport au système immunitaire. Encore une fois, la sécrétion d'exotoxines permet à certaines bactéries de tuer les cellules immunitaires. Petit exemple, c'est Staphylococcus aureus qui produit une bêta-toxine. Et cette bêta-toxine est une sphingomyélinase. Là aussi, c'est une enzyme qui vient dégrader les sphingolipides qui se trouvent dans les membranes des cellules eucaryotes et ainsi détruire la cellule. Alors, les bactéries savent aussi, sans forcément tuer les cellules du système immunitaire, mais altérer la réponse immune. Certaines bactéries produisent des super-antigènes. Les super-antigènes, ce sont des molécules qui viennent en fait bridger le TCR du MHC de classe 2 de certaines APC. Donc, finalement, et donc de manière tout à fait aspécifique, c'est-à-dire induire un signal pro-prolifératif à tout un tas de clones de cellules T, et donc induire la prolifération de ces T qui sont aspécifiques de la bactérie. Donc elle occupe le système immunitaire à faire autre chose que ce qu'il devrait faire. Les bactéries ont aussi des endotoxines. Donc le lipide A du LPS est une endotoxine, il est très immunogénique et sa libération induit un choc septique. Et donc la panique, si vous voulez, du système immunitaire. Dernière stratégie, c'est résister à la phagocytose ou éviter la phagocytose. Alors, résister, c'est possible. Éviter, ça l'est aussi. Donc, certains streptocoques produisent une protéine qui inhibe la C3 convertase et donc inhibe l'opsonisation et donc inhibe la phagocytose. Voilà, donc c'est très rapide ici, mais on a vu les 4 points, les 4 thèmes des facteurs de virulence, c'est-à-dire les méthodes que les bactéries utilisent pour coloniser l'épithélium, les méthodes, les molécules que les bactéries utilisent pour pénétrer à travers la première couche de l'épithélium, pénétrer l'hôte, donc se nourrir aux dépens de son hôte, créer des conditions nécessaires et favorables à son développement, et puis finalement, bien sûr, éviter la réponse immune de l'hôte.